Bienvenue sur Tempo Foot Anglais, le nouveau podcast francophone qui parle de la Première Ligue. Focus évidemment sur la bataille à distance en haut de tableau entre Arsenal et Manchester City. On parlera aussi de Liverpool-West Ham et de Bournemouth-Sunderland dans la preview de la 28e journée. Si vous prévoyez une émission à 15h, dites-lui que le tournage commence à 13 et vous aurez peut-être une chance de le voir arriver avant la fin de soirée. Valentin Vallée, journaliste indépendant passé par Eurosport et ici Savoie. Salut Valentin. Ouais, salut Antoine, salut Hugo, salut à tous. Ah, c'est moche quand même, en public comme ça, c'est vraiment moche. Non, c'est le quart d'heure savoyard, on appelle ça chez nous, c'est dans les gènes. Ah, il y a un quart d'heure savoyard, bah ouais. Voilà, on l'apprend avec toi. Merci pour ces traductions. Plutôt 3, mais... Ah bah... Oui, après c'est un chiffre qui peut varier. C'est moche. Avec nous également, il est inimitable, à tel point que lui non plus ne sait imiter personne. Il a bien d'autres qualités et des talents, heureusement. C'est Hugo Barthélémy, journaliste indépendant, notamment passé par le quotidien luxembourgeois L'Essentiel. Salut Hugo. Salut Antoine, salut Val. J'ai l'impression qu'on a tous pris notre petit tir là maintenant, sauf le présentateur qui lui est tranquille. Donc mais on vous souhaite quand même... c'est le rôle de luxe, hein, franchement, je vais pas vous mentir. Je vous laisse travailler et hop, moi je fais juste mes petites intros, c'est super. Alors, je ne vous montrerai pas évidemment je ne vous ferai pas écouter les messages vocaux que je reçois d'Hugo qui essaie de faire des imitations un peu boiteuses. Valentin, tu les auras peut-être. Et allez, si. J'espère. Hein. Peut-être qu'on fera une compilation en fin de saison. Sur J'espère. Bah non. Chacun son boulot. Hein. Bon, messieurs, on a de la preview pour cette 28e journée de Première Ligue. Avec forcément ce qui nous intéresse d'abord, c'est le haut de tableau. Parce que la bataille est rude tout en haut de ce classement entre Arsenal et Manchester City. On va commencer avec Arsenal qui va affronter Chelsea ce week-end, derby de Londres, pour continuer dans la course en tête de classement. Val, tu nous as rappelé, pendant qu'on préparait cette émission, tant bien que mal, parce que ça n'a pas été toujours facile, mais que le match aller avait des enjeux nettement différents, parce qu'on parlait à l'époque d'un match ultra décisif déjà dans la course au titre. Bon, ça a bien changé depuis, en tout cas pour Chelsea. Effectivement, alors est-ce qu'on s'était emballé? Non, peut-être pas, ça ne nous ressemble pas du tout. mais en tout cas, non, c'est fou. En vrai, c'est fou de se dire, on est en février et tout a tellement changé. Alors pas tellement pour Arsenal, mais pour Chelsea, ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé d'ambition aussi parce que maintenant ils jouent plus le titre, mais ils jouent désormais la coupe d'Europe. Une qualification pour la Coupe d'Europe, donc même là, c'est vrai que c'est un peu étrange. Ah bah non, ils sont dans la lutte, après voilà, il y a rien qui est fait, et c'est vrai que c'est assez drôle, en même temps pas tellement pour les fans des Blues, mais de le noter. Non, et puis c'est vrai que ce match-là, c'était une semaine où on a beaucoup parlé, il y avait... La même semaine, c'était le match aussi en Ligue des Champions contre le Barça. Et on avait vu Chelsea, quand même quelque chose, pour Chelsea, qui s'était construit du côté des Blues. On s'est dit, bon, certes, il y a le match nul contre Arsenal, mais en même temps, ils étaient à 10 contre 11. Et en même temps, c'est un résultat qui était quand même plutôt positif. On avait vu des belles choses dans le jeu, dans la proposition, dans tout ce qui était les mouvements collectifs. On avait vu beaucoup d'envie aussi. Et c'est quelque chose, honnêtement, en tout cas de mon côté, que j'ai pas retrouvé dans la suite de saison de Chelsea. Et c'est forcément dommage parce que cette équipe-là, elle était quand même séduisante sur le papier, elle faisait mal. Et est-ce qu'on la reverra d'ici la fin de saison? Je ne sais pas. En tout cas, maintenant, ils jouent la qualification pour la Ligue des Champions, ils jouent plus le titre. Et c'est désormais ça l'enjeu et c'est assez drôle de le pointer. Et tu parlais de cette équipe de Chelsea séduisante, justement. On se souvient aussi de ce scénario du match aller où les Blues sont réduits à 10 en fin de première période avec l'exclusion de Moses Caicedo, où on se dit, bon, là, Chelsea va prendre la déferlante. Et puis finalement, ça s'était pas si mal passé que ça pour les Blues, qui avaient réussi à prendre le point du match nul, un partout. Alors on se dit, en se souvenant de ce match aller, que... contrairement à Tottenham la semaine dernière, dans un derby de Londres comme celui-là, Chelsea peut aller embêter Arsenal. Enfin, tant que les Blues sont à 10, Hugo.
Ouais, tant que les Blues sont à 10, parce que Chelsea prend beaucoup trop de cartons rouges cette saison. Ils sont à 2 cartons de battre leur record de Première Ligue, donc c'est Ah quand ouais. même, surtout pour une équipe de haut de tableau, c'est surtout ça en fait le problème. C'est que voilà, les records de cartons, on les voit plutôt dans les équipes en difficulté où on va du coup plutôt jouer sur le physique que sur la technique, et où du coup parfois on en met un peu trop. Du côté de Chelsea, ça arrive quand même régulièrement, notamment dans l'entrejeu et pour la défense centrale, même si je pense que Delap et Pedro ont aussi pris leur carton rouge, si je me souviens bien. Donc ouais, c'est un peu tout le monde et c'est un problème parce que il me semble que c'est toi qui m'avais sorti cette stat que ils ont autant de cartons rouges cette saison que de victoires à domicile. Donc Ouais, c'est quand même 10. c'est ça, ça fait quand même un peu trop. Et je pense que le nombre de cartons augmente si on prend la Cup et la Coupe d'Europe avec, enfin la Ligue des Champions avec. Oui, parce qu'ils Donc en prennent dans c'est toutes les trop. compétitions, hein. Ça, c'est Oui, c'est régulier. ça. Et toutes les compétitions, tous les niveaux d'adversaires. Et c'est trop. Et tu l'as dit à l'aller, Chelsea tenait ce match. Enfin, oui, si, Chelsea était la meilleure équipe en première mi-temps. Caicedo prend un rouge plus que justifié en fin de mi-temps. Chelsea arrive quand même à ouvrir le score au début. Et finalement, au bout d'un moment, oui, à 10, vous courez plus. Forcément, vous fatiguez plus, ça ouvre des espaces. En plus, vous êtes en de moins. Et Arsenal avait réussi à recoller au score. Mais oui, faudra être sérieux pour les Blues. Parce qu'en plus, on se doute qu'à l'Emirates, la pression va être forte. Et il va falloir tenir ses nerfs pour éviter de prendre encore un carton rouge. Faudra être sérieux aussi du côté d'Arsenal, le leader, face à l'un de ses rivaux quand même, hein, mine de rien. Et d'autant que les statuts ont changé depuis ce début de saison. On parlait notamment de Bukayo Saka en début de saison comme l'une des figures de cette équipe d'Arsenal, hein, très clairement. Eh bien, c'est moins le cas désormais. L'ailier anglais qui n'est pas dans les standards, dans ses standards habituels cette saison. En tout cas, dans cette attaque très dense, il n'a pas trouvé sa place comme il l'avait fait les années précédentes, Valentin. Ouais, c'est vrai que Bukayo Saka est quand même un peu décevant. Ça a même conduit, enfin voilà, Mikel Arteta à le reléguer plus ou moins sur le banc quand même à plusieurs reprises sur ces derniers matchs. Donc c'est quand même un fait notable étant donné que était quand même l'un des boulonnables du côté d'Arsenal et la figure vraiment de cette attaque. Sur la saison, il en a 5 buts, 5 passes D. Ouais, en première C'est ligue. Ouais. pas trop mal en première ligue. Ouais. Mais c'est pas trop mal pour un joueur moyen, pas pour Bukayo Saka. C'est ça le problème. Et en plus, il a beaucoup de mal contre les équipes quand même du haut de tableau. Il a été décisif qu'une seule fois face à une équipe du top 6. Et c'était face à Chelsea, justement au match aller où il avait voilà, offert une passe décisive. Donc Bukayo Saka, c'est un peu compliqué. Je sais pas, est-ce que les défenseurs ont plus appris à défendre sur lui? Est-ce qu'il est un petit peu moins tranchant? Comment l'expliquer? J'ai pas Est-ce que vraiment la réponse. Est-ce qu'on a besoin, enfin, parce que 8 contributions offensives, 5 buts, 3 passes en 24 matchs de championnat, c'est léger. Mais est-ce qu'on a besoin d'un Bukayo Saka qui marque comme l'année dernière ou qui passe comme l'année dernière et fait en 25 matchs, donc c'est globalement le même nombre de matchs, à une rencontre près, 6 buts, 10 passes D, quand même 16 contributions, c'est le double. L'année précédente, il avait fait en 35 matchs 25 contributions. Est-ce qu'on a besoin de ce Bukayo Saka omniprésent qui stat, qui marque des buts, qui fait des passes D? Ou est-ce qu'on en a besoin autant dans la construction de jeu, mais finalement, il y en a aussi J'ai d'autres qui... Il y a tellement de j'ai monde. env- j'ai envie de dire que si Arsenal avait un Erling Haaland, un Alexander Isak de la saison dernière, ils auraient moins besoin d'un ailier qui stat. Mais le fait est que là, ils n'ont pas vraiment encore trouvé leur neuf ultra prolifique, même si Victor Gyökeres est peut-être en train de le devenir depuis le début de 2026. Hein. Depuis le début de l'année, c'est civil. C'est un des attaquants les plus prolifiques de Première Ligue. C'est le plus Donc prolifique, ouais, même. c'est même le plus prolifique. J'avais un doute. Je n'ai pas voulu m'avancer trop vite. La bromance Mais voilà. commence. Et, et non, donc voilà, comme tu dis, je trouve que Saka pèse quand même assez lourd sur les défenses.
dans le sens où on voit que dès qu'il touche un ballon, il a souvent un voire deux joueurs sur le dos. Et je trouve qu'on a vu déjà les saisons passées, mais encore plus cette année, beaucoup d'espace à gauche du coup, à l'opposé, pour Trossard, pour Martinelli, pour Madueke, parfois qui jouait là. Mais ça se ressent peut-être pas assez parce que Martinelli, Trossard sont peut-être pas les tueurs. C'est pas des Antoine Semenyo, c'est pas des ailiers, sont pas des Mohamed Salah, voilà. C'est des bons ailiers, c'est des très bons joueurs de première ligue, mais c'est pas non plus des joueurs qui finissent généralement avec des stats incroyables. Donc c'est peut-être ça en fait qui manque à Arsenal. Ce serait que si Saka prend le jeu à son compte, qui pèse sur la défense, il faudrait en fait à l'opposé un joueur, même comme Bukayo Saka, qui est assez létal à la finition, qui peut être fort à l'assist. Donc c'est peut-être peut-être un déséquilibre en fait dans cet effectif d'Arsenal. Et sur les stats aussi, sur les corners, j'ai l'impression qu'il en tire moins. Donc fatalement, ça se ressent sur les stats. J'ai l'impression que où avant, il se partageait la gauche et la droite entre Declan Rice et Saka. J'ai l'impression que maintenant, il n'y a vraiment plus que Declan Rice qui les tire. Donc fatalement, ça joue aussi, vu qu'on connaît l'apport offensif des corners à Arsenal. En tirer moins, ça veut forcément aussi dire moins de stats, même si ça n'excuse pas tout. Mais tu parlais justement Ouais, de mais l'aspect létal de Saka. Il est quand même plutôt dans ses moyennes habituelles dans tous les autres domaines. Soit en frappe cadrée, occasion créée. Bah, Mais il marque moins, il fait moins d'assists. Il sous-performe sa XG, je pense qu'il est quasiment un en dessous, il a plus de 6 XG. Ouais, Voilà, on pense qu'on en veut de cette stat, mais ça pour veut sûr. quand même, comme à chaque fois qu'on en parle, mais ça montre quand même que voilà, il y a une sous-performance par rapport à ce qu'il pourrait avoir. Après, on parle d'un but, mais ça pourrait être un but qui fait la différence. Mais il y a quand même, voilà, on a l'impression que c'est une saison compliquée pour lui. Peut-être justement parce qu'il est plus cadenassé, il est plus surveillé par les équipes adverses encore qu'avant. Il faut rappeler quand même qu'il a 24 ans, mais ses premiers pas en première ligue, c'était à 18, donc ça fait quand même. Maintenant, on commence à le connaître. Euh, C'est dingue d'être un après, taulier à 24 ans, quoi. Ouais. c'est ça. On commence à le connaître, et aussi, est-ce que, entre guillemets, il commence. Enfin voilà, il y a eu beaucoup de responsabilités qui ont été mises sur son dos les dernières saisons. Ça lui a peut-être fait aussi mentalement, c'est peut-être compliqué. Et peut-être que cette saison, il en prend un peu moins. C'est plus réparti dans l'équipe et du coup, il state forcément un peu moins. Il est peut-être du coup moins en confiance, oui, moins en confiance. Après, finalement, quand on regarde même un peu plus en détail, ça reste, pour aller aussi en sa faveur, parce que mine de rien, il reste un joueur majeur, même s'il est moins influent que les autres saisons, mais il reste un joueur majeur du leader de Première Ligue. C'est l'ailier qui crée le plus d'occasions en Première Ligue. Il a 46 occasions créées depuis le début de saison et qui réussit le plus de centres depuis le début de saison en Première Ligue, ce qui est quand même c'est deux stats énormes quand on sait en plus la qualité du jeu aérien et la qualité de projection des Gunners. On se dit que c'est assez énorme de voir ça. Maintenant, Ouais. Et tu nous avais effectivement, aussi parlé des avant-dernières passes il y a quelques épisodes. oui. Euh, je trouve quand même que beaucoup d'actions se construisent depuis le côté gauche, cette relation qu'ont Saka et Martin Odegaard, qui se complètent assez bien aussi, souvent les saisons dernières, c'était avec Ben White et Jurrien Timber cette saison. Souvent, ça part quand même par la gauche pour finalement finir dans l'axe ou par la droite pour finalement finir dans l'axe ou à gauche. Donc, je serais quand même aussi intéressé de voir, bon, c'est pas mesuré, mais combien d'actions qui mènent à un but Arsenal partent de cette combinaison entre Ødegaard, Saka et Timber, qui est généralement le latéral droit. Geoffroy Garati, après, c'est vrai que oui. ça Bah, peut quand même manquer à Arsenal dans le sens où, bon, sur coup de pied arrêté, c'est chirurgical. Et dans le jeu, Saka était capable d'apporter cette percussion et ses buts aussi dans le jeu mais il où apporte voilà, il toujours la profitait des percussion, espaces. peut-être, mais moins les buts. Ben oui, mais du coup, est-ce que je me dis, sans un Saka qui est décisif dans le jeu, est-ce que finalement Arsenal en est plus que réduit à ses coups de pied arrêtés? C'est pas forcément une vérité, mais en tout cas, je trouve que le champ des possibles d'Arsenal se réduit quand même avec un Saka qui est moins performant. On verra ce que ça donne face à Chelsea. C'est aussi le genre de match où, imaginons qu'il ne soit pas titulaire, l'entrée en jeu peut tout changer. On va pas se mentir. Il a toujours cette capacité-là. Et on signera s'il y a une pétition un jour de Geoffroy Garatier de Canal+,
est très fan de cette statistique de l'avant-dernière passe, on signera cette pétition pour la voir dans les stats maintenant, l'avant-dernière passe, parce que c'est vrai qu'elle est très importante cette statistique et on ne l'a jamais finalement. Donc elle est à prendre en compte également. Dernière chose sur ce match, messieurs, aussi sur... Bon, on a parlé beaucoup du secteur offensif, on a parlé de Chelsea, on a parlé d'Arsenal. Parlons du secteur défensif des Gunners, parce que je me suis fait le constat, peut-être un peu erroné, parce que finalement vous prenez 21 buts cette saison, vous êtes encore la meilleure défense de Première Ligue, mais je trouve que la défense est moins imperméable que les saisons précédentes. Hugo, toi qui a l'habitude de suivre les Gunners, sur le long terme, est-ce que tu partages mon avis là-dessus? Dur à dire. Oui, Arsenal, je pense que ça traduit une sérénité de manière générale qui est moins forte qu'en début de saison. Ils étaient quand même partis sur les bases du record du Chelsea de José Mourinho qui est assez phénoménal. Si je me souviens sont bons, c'est 13 buts encaissés sur une saison. Ah oui, Finalement, on en sera entre guillemets loin. Mais Arsenal reste à l'heure actuelle la meilleure défense de Première Ligue et la meilleure défense d'Europe, si je ne dis pas de bêtises. Et je pense que chaque saison, ils ont quand même eu des coups de mou. La première saison où Arsenal revient vraiment en jeu pour le titre, bah, c'est sur une blessure de Saliba où Arsenal se perd un peu. La saison dernière, c'était pareil, à un moment, on a beaucoup vu Jakub Kiwior, c'était Gabriel qui s'était blessé. Est-ce que, pour éviter les blessures en fin de saison, est-ce qu'ils ont aussi pas volontairement peut-être baissé l'intensité? Je trouve que on voit plus de rotation que les saisons précédentes, notamment avec, enfin surtout sur les deux centraux avec Saliba et Gabriel. c'est bénéfique sur la Arteta longévité. Arteta n'hésite pas à les mettre au repos et pour l'instant il y avait eu une période de blessure pour Gabriel, mais elle était assez courte. Si je me souviens, c'était vers la période des fêtes. Saliba n'a pas encore été blessé, donc je pense enfin voilà, du côté d'Arteta, de Mikel Arteta, on se dit, c'est en fin de saison qu'il les faudra, quand il faudra être sérieux. Et est-ce que voilà, il n'y a pas eu plus de rotation, notamment sur les petits matchs où on a vu des paires de centrales, voilà, assez cohérentes, j'ai envie de dire, avec souvent Mosquera ou Hincapié qui étaient aux côtés d'un des deux titulaires. Mais est-ce que du coup, ça n'a pas un peu pâti sur la qualité statistique, j'ai envie de dire, de toute la saison? Peut-être. Après, voilà, ça fait quand même quelques saisons qu'ils enchaînent aussi, Gabriel et Saliba. Ouais, c'est clair. Donc, ça arrive d'avoir des saisons un peu moins bonnes aussi, faut le dire, même si leur début de saison était excellent. Parce que, après, globalement, je pense que ça reste, voilà, statistiquement, c'est une des meilleures défenses, et je pense que dans le jeu aussi. Je pense qu'ils ont vraiment trouvé une alchimie qui marche avec justement cette paire de centre Gabriel Saliba, Jurrien Timber qui est, je trouve, un des meilleurs actuellement à son poste de latéral droit. Il n'y a pas grand monde dans le foot européen qui arrive à rivaliser, si ce n'est peut-être l'OVNI Achraf Hakimi, Oh qui ouais, est non, lui tout en c'est haut quand sur même sa tour. un... Sur sa tour. Mais voilà, en dessous de Jurrien Timber, il est clairement dans la discussion derrière. Ouais, Et à tu gauche, le brosses bien quand même dans le sens du poil, notre ami Jurgen Timber. Non pas que je me permets d'intervenir, mais bon, bon, oui, si, c'est moi D'habitude, je le c'est mets moi dans qui mon, m'emballe, Hugo, sur des ouais, ouais, joueurs. ouais. Mais là, Non, non, moi je vais le mettre dans mon top 5 des arrières droits du foot actuel. Donc leur on est seul déjà petit plus dans la problème peut-être discussion du est... top 2, quoi. Oui, mais non, mais je dis, il y a la bagarre derrière, justement, le numéro 1 incontesté. Euh, mais et c'est leur seul petit problème, est peut-être à gauche, même si ça marchait bien avec Calafero en début de saison. Lui a eu plus de problèmes de blessures. On a beaucoup vu une capier. Miles Lewis-Kelly, qui était un peu la révélation globale de la Première Ligue de la saison dernière, lui est un peu plus dans le doute cette saison, ce qui peut aussi se comprendre pour un jeune de 18-19 ans de pas encore réussir à enchaîner des saisons complètes. Mais voilà, je pense qu'Arsenal, en tout cas à l'instant T, je ne mettrai pas le feu à la maison en voulant tout changer dans la défense, parce que pour moi, ça reste, comme je disais, une des meilleures défenses d'Europe, si ce n'est la meilleure. On voit aussi, enfin, souvent aussi Arsenal se fait prendre finalement quand la défense n'est pas encore replacée, parce que, enfin, sur des projections rapides, Oui, tout en ça, contre. donc ça montre aussi qu'il y a toujours cette solidité, mais je trouve qu'elle est quand même moins imperméable que les saisons précédentes à titre personnel. C'était le record de Chelsea, tiens, pour répondre à ta question de tout à l'heure, je ne voulais pas dire de bêtises, c'est 15 buts concédés sur une saison, c'était Ouais. 2004-2005 pour Chelsea, donc à l'époque.
Bon, là, Chelsea est loin de ses standards, 31 buts concédés, enfin, loin de ce record. On va voir, tiens, face à Arsenal aussi, ce que fait la défense des Blues. Un secteur parfois contesté, contestable. On verra bien ce week-end, messieurs, pour l'affiche de cette 28e journée de Première Ligue, Arsenal-Chelsea. Continuons sur la course au titre, parce que c'est le gros point du moment. Hein. C'est Arsenal et Manchester City qui se tiennent en très peu de points. Parlons de Manchester City qui se déplace à Leeds, Elland Road. Combien de fois on a dit que les déplacements à Elland Road, c'était piégeux. Voilà, on y revient souvent. Eh bien, souvenez-vous du match aller, messieurs. Là, c'était à l'Etihad Stadium. Et déjà, Manchester City avait été bousculé par Leeds. Il avait fallu attendre ce but libérateur de Phil Foden à la 91e minute de jeu. Alors, encore plus à Elland Road, quand vous avez notamment le scénario du match aller, dont tu vas nous reparler, je pense, Valentin, il va falloir rester concentré pendant 90 minutes non-stop pour les Citizens. Ouais, ça va être la clé de ce match pour City, qui sur le papier est largement au-dessus de Leeds, comme il l'était sur la phase aller. Et effectivement, un match complètement fou, parce que Foden avait ouvert le score dès la première minute, sur une très bonne déviation en dessous de la barre. On se dit, waouh, ils sont parfaitement lancés. Guardiola avait mis le deuxième, 2-0 à la mi-temps. Bon, City était impressionnant, rouleau compresseur, on se dit c'est plié. Eh ben non, City qui s'était endormi en deuxième période et complètement endormi, hein. Ils étaient vraiment amorphes, les Citizens. Et c'est le danger un peu qui peut les guetter face à Leeds, parce que c'est vrai que dans le jeu, normalement, ils sont au-dessus. Mais ils s'étaient endormis, ils s'en étaient remis, comme tu l'as dit, au but libérateur de Phil Foden dès la première minute des 10 minutes de temps additionnel. Donc c'est vrai que c'était un match quand même assez fou. Mais ouais, ça va être intéressant de voir City. Alors après, voilà, le City d'il y a quelques mois n'est plus... qui sont Le plus... contexte a changé, ouais. Ouais, le contexte a changé, parce que à cette époque-là, City était encore fragile. On parlait défensivement, ils étaient capables non, ils étaient plutôt sujets à des largesses, à des moments un petit peu d'absence. Là, quand même, ça fait un beau moment qu'on voit un City solide et qui se fait pas avoir. Donc voilà, on attend de City qui continue sur leur lancée. Je sais que notre expert de la statistique nous a même déniché une petite info météo, info horaire pour ce match. Allez, vas-y Hugo, régale-toi. Ouais, deux, trois stats sur ce match. Déjà, pour commencer, que plus de 70% des points de Leeds ont été pris à domicile, hein, cette saison. Quand on parle de déplacements périlleux, c'est quand même une réalité. Voilà, 22 points pris à domicile. Et surtout, qui est que sur les 25 derniers matchs dont le coup d'envoi a été donné après 17h à Elland Road, c'est aucune défaite pour les Whites à domicile. Donc, et là, le coup d'envoi sera à 18h30. Le soleil se couchera là, donc la nuit 18h30 en du France, Yorkshire. donc 17h30 en Angleterre. Enfin, oui, mais voilà, le soleil se couchera à 18h30 pour nous, on va dire. Ouais. Donc, la nuit du Yorkshire, on verra si elle sera à nouveau Hmm. bonne pour les Est-ce que ça va Whites. tenir ce record? Ah C'est ça, parce que là, bah... les 25 matchs, c'est Première League et Playoff de Championship compris. Donc, c'est quand même une stat assez impressionnante. Oh là là, vous la voyez venir là. J'ai envie, si jamais la stat se confirme, qu'on commence le débrief par cette stat, le débrief de la 28e journée. On sera obligé, parce que c'est la stat d'Hugo là depuis quelques épisodes. Vous la connaissez, cette stat, elle est entretenue jusque-là. On va voir maintenant si Est-ce elle que tient ça va grâce à pas l'équipe. lui porter malheur là, à force d'en parler Ça fait là? 3-4 Ça fois, ouais, mais ça fait ça nous 3-4 prend au fois nez qu'on en là. parle. Alors que, regarde, C'est oui, vrai. après, si on raisonne sur Calvert-Lewin, par exemple, ça lui a porté malheur. Alors, peut-être que... peut-être que ça... Non, ne souhaitons pas ça à Leeds, quand même. Non, en tout cas, toutes les conditions sont réunies pour les Peacocks. Maintenant, reste à assurer sur le terrain. Ça va pas être évident parce que c'est quand même Manchester City en face et Manchester City dans la course au titre. C'est encore moins évident. Et Manchester City avec un excellent Nico O'Reilly, encore auteur d'un doublé lors de la dernière journée de championnat. C'est le joueur dont tu as décidé de nous parler, Val.
Oui, parce que bon, ça fait quand même quelques semaines qu'on le voit quand même nous éblouir de son talent en première ligue, mais c'est vrai que j'avais envie d'en parler un peu plus longuement parce que pour moi, c'est quand même la grosse révélation de cette saison du côté de City. C'est le petit chouchou de Guardiola, hein, formé à City. Non, mais Et il il est peut même jouer de pas partout, espagnol. donc il est même pas espagnol, c'est pour dire, hein. Il s'appelle Nico, mais il est pas espagnol. Ah ouais. Euh, eh ouais, ça aurait pu. Mais non, il est impressionnant. Il est impressionnant, il sait tout faire. Alors, il a commencé plutôt avec City au poste de latéral gauche, mais à la base, c'est pas un latéral. À la base, c'est un milieu. Il a même joué en tant que milieu offensif quand il était jeune du côté de City. Là, voilà, au milieu, peu importe l'endroit où vous le mettez, il est quand même excellent. Je me souviens du match aussi en tant que latéral face à Liverpool où il avait tenu Mo Salah. Enfin, c'était criant, hein. On avait un Mo Salah qui était expérimenté, un Nico O'Reilly qui est tout jeune, qui a à peine 20 ans et pourtant qui le tenait en respect. Donc oui, pour moi, c'est vraiment la grosse révélation de cette saison. Et c'est une belle trouvaille pour City parce que d'avoir un joueur aussi polyvalent, quel que soit son poste, il répond présent. Et c'est peut-être le petit facteur en plus qui va permettre à City, bon, de décrocher le titre, je sais pas, ça ferait pas plaisir à Hugo, mais en tout cas, il y sera pas pour rien si City arrive à faire une remontée fantastique. Eh, messieurs, il faudrait quand même que un jour enfin, on reparle de cette l'académie de Manchester City qui forme des joueurs là au poste de milieu offensif parce qu'on a eu Cole C'est Palmer, pas- on a eu Morgan Rogers, on a eu Brahim Diaz, maintenant on a Nico O'Reilly, c'est Jadon exceptionnel. Sancho, Jadon Sancho, alors oui, plutôt de Phil côté, mais Foden. Bino Gittens, Phil Foden, non, mais c'est exceptionnel là, les joueurs offensifs qui nous On sait pas sortent. ce qu'il leur donne à manger, mais Ah bah, ça fonctionne bien. Alors, Nico O'Reilly, comme le disait Val, dans un rôle peut-être un peu plus hybride, mais tout de même, a priori plutôt orienté milieu-centre, milieu offensif. Enfin, c'est exceptionnel de sortir autant de joueurs en aussi peu de temps, à peu près au même poste, de telle qualité. Enfin, franchement, il va falloir qu'on perce le mystère de Manchester City. Appelle Pep, Valentin, et reviens-nous là, pour le débrief avec Mais le c'est secret. Ryan qui me donne le numéro de Pep et comme ça, Parfait. Parfait, la vous aurez la réponse. connexion. La connexion Man City. Bon, en tout cas, pour Leeds, par contre, euh, parce qu'il y a quand même une vraie opposition de style, il va falloir aussi s'inspirer pour les Peacocks de la perf du match aller dont on parlait tout à l'heure, de la perf aussi contre Chelsea. À Chelsea, il y a 15 jours, de partout, ils avaient fait les Whites sur la pelouse de Stamford Bridge. En fait, on a l'impression qu'ils sont capables de prendre la tempête, mais enfin vraiment prendre 5, 10, 15, 20 frappes, mais de sanctionner sur 2, 3 occasions. Et c'est ça qui fait mouche, c'est ça qui fonctionne depuis le début de saison, notamment face aux équipes plutôt de haut de tableau, Hugo. ouais, en plus, il lâche jamais. Dans la mentalité, je les trouve impeccable. Voilà, ça, comme tu dis, ils peuvent prendre la tempête, ils peuvent même prendre des buts, ça peut être 2-0, mais ils y croient toujours. Encore plus à Comme contre domicile. Chelsea, ouais. C'est ça, comme Chelsea, comme contre Man City à l'aller, hein, ils reviennent quand même en score et c'est dans les arrêts de jeu où Man City reprend l'avantage, mais ils y croient toujours parce que en plus, je pense le fait que derrière pour le maintien, même si eux ils sont quand même plutôt à l'aise pour l'instant, mais le fait que la course derrière elle soit quand même bien relancée par West Ham qui revient en forme, ça les pousse à toujours aller chercher plus loin, à vraiment gagner tous les matchs, gagner tous les duels. Et ouais, j'ai l'impression qu'ils sont un peu insubmersibles et que si on veut s'en débarrasser, il faut rapidement les enterrer. Voilà, il y a quand même eu quelques contre-performances. La plus récente, c'est sans doute la défaite 4-0 à domicile face à Arsenal. Mais on a Face au leader l'impression après. que. Oui, c'est ça, face au leader. Mais on parlait quand même de belles perfs avant face à des gros, face à Manu aussi, il me semble qu'ils leur avaient pris des points. Enfin voilà. Il y a une envie dans cette équipe de vouloir toujours faire des gros coups, de faire de son stade une forteresse. On sait que la première ligue est impitoyable. Les semaines dernières, on parlait plutôt d'équipes qui étaient meilleures à l'extérieur qu'à domicile. Mais ouais, je veux dire pour les équipes avec
et que leur stade traditionnel depuis de nombreuses années, voilà, comme Elland Road, comme le Stadium of Light à Sunderland, on se bat pour défendre sa pelouse. Oui, il y avait eu un partout face à Manchester United dans ce classique du foot anglais qui avait repris. Et puis, vous vous souvenez, il y avait eu 5 minutes qui s'étaient emballées avec Aronson et Cunha et puis plus rien ensuite. Mais en tout cas, Leeds avait quand même réussi à accrocher United. C'était pas le United d'aujourd'hui, mais il faut aller se les chercher quand même, les équipes de haut de tableau. Et Leeds a su bien le faire jusqu'à maintenant. Attention à Man City. On a parlé du rouleau compresseur Man City dans les fins de saison où il faut aller chercher des points. Là, c'est typiquement le match important avant, hein, vous me disiez, messieurs, 2-3 matchs où ce sera a priori peut-être un peu plus relâche, même si en première ligue, on ne se relâche jamais vraiment. Tu nous parlais de West Ham, Hugo. Eh bien, transition toute trouvée vers le prochain Passe match. décisive. Parfait, regarde. C'est notre Ryan Cherky maison. C'est Non, Hugo. Kevin De Bruyne. Pardon. Non, mais pardon. Encore mieux. Non mais voilà, alors on le compare à Sharky. Non, mais il y a un lui donne Lyonnais, ça, il y a un nous prend Belge, ça. voilà. Ah ouais, non mais d'accord. Le Kevin De Bruyne maison, pardon Hugo, hein, d'avoir... Liverpool reçoit West Ham ce week-end avec un classique plutôt de la première ligue, parce que ce sont deux équipes qu'on a l'habitude de voir jouer tous les ans dans le championnat anglais. Sauf que la dernière victoire de West Ham contre Liverpool, c'était en novembre 2021. Ça remonte un petit peu. Et j'aimerais que vous me citiez, messieurs, s'il y avait eu 3-2 pour West Ham. J'aimerais que vous me citiez un des buteurs de ce match en 2021. Évidemment, interdiction d'aller googler, parce que je vois déjà les yeux d'Hugo qui sont partis Non, vers c'est pas ce que je suis en train de faire. son navigateur. Ouais, tu triches pas, hein. Non, promis, je ne triche pas. C'est Non. vraiment le petit ton du « Ah, je fais pas ça, mais quand même, je vais Non. aller zioter ». Donc il y avait eu 3-2 pour West Ham, qui a mené 1-0 et puis ensuite a mené 3-1 jusqu'à un but, le but de Divock Origi pour le 3-2. Mais moi, je veux du côté de Donc, West Ham. pas du côté... Ah oui, d'accord. Ah, Pas du côté de West Liverpool. Ham. Il y a un but contre son camp d'Alisson, celui-ci, je ne vous le donne pas. Eh ben, vous savez quoi, je vais même Il y en vous a donner deux. le deuxième but. Il y a un but de Pablo Fornals. Bon, celui-ci, bon courage. Et le troisième but, celui qui en fait donne finalement la victoire à West Ham, eh ben, c'est un défenseur, un ancien défenseur Zuma des Hammers. Pardon ? Kurt Zouma. Ah, mais Kurt Zouma. on n'a même pas le temps de jouer. Il a googlé, là, comme ça. Il a Non, regardé il a la triché, vidéo, promis. il a Non, triché. non. J'ai pas recherché. Parce Je qu'il le savait jure. où j'allais l'emmener. Il savait pertinemment Ah. où j'allais l'emmener. Un défenseur oui, je- français passé par West Ham. Un défenseur déjà de West Ham qui nous a marqué ces dernières saisons. C'est déjà un exploit. Pas toujours pour les bonnes raisons. C'est Oui, pas voilà. pour les bonnes choses, mais... Donc c'est effectivement Kurt Zouma qui avait marqué le troisième but de West Ham ce jour de novembre 2021 pour la victoire des Hammers. Bon, on allait tourner cette époque Zouma à West Ham. Sachez que même, messieurs, depuis août 2015, West Ham n'a pas gagné à Anfield depuis août 2015. Donc ce sera encore plus difficile ce déplacement. 9 victoires sur les 10 derniers matchs pour Liverpool face aux Hammers. Alors on s'attend à quoi ? Une nouvelle victoire facile, Valentin, pour Liverpool ? Alors, sur le papier, oui, mais je vais faire une réponse qui n'en est pas une. Je Ah. suis quand même plus mitigé. Valentin, est-il savoyard parce- ou normand, à votre avis ? Non, Savoyard, ça je le resterai jusqu'à la fin de mes jours, mais je tranche que le fromage, mais pas mes avis. Voilà. Oh, je savais que ça Non, partirait mal ce vendredi. c'était une mauvaise idée de me faire partir là-dessus. Non, mais en tout cas, Liverpool, certes, sur les derniers matchs, c'est quand même solide si on regarde, parce que voilà, sur les 3 dernières rencontres, bon, il y a aussi la Cup dedans, mais ils sont sur 3 victoires. Mais quand on y regarde de plus près, bon, c'est contre Nottingham, c'est contre Sunderland qui va moins bien, on va en parler. Même plus récemment, c'est voilà, en Ligue des Champions, ils ont fait un carton, mais c'était contre Karabakh. Oui, puis la victoire contre Marseille, Nottingham. bon, la victoire Non, contre je ne dirai rien contre Marseille. Mais qu'est-ce qui s'est passé d'un coup ? Attention, hein, Tempo Foot français te guette. Non, mais en tout cas, en fait, j'aimerais
voilà, tempérer un petit peu cet élan de Liverpool qui se remet à gagner et qui est invaincu depuis quelques matchs, enfin 3 matchs parce que bon, ils ont perdu contre City quand même. Mais j'aimerais vraiment tempérer ça parce que voilà, les adversaires étaient quand même très faibles du côté de Liverpool. Ça reste quand même très fragile, il y a quand même beaucoup de blessés, donc un blessé en plus au mauvais poste et ça peut être catastrophique. Et contre West Ham, c'est quand même un adversaire qui peut être embêtant. Ouais, ça serait logique en tout cas sur le papier de voir Liverpool s'imposer. Ça serait une contre-performance s'il devait s'incliner. Mais dans les faits, je pense que ça sera pas si simple. Ouais, et il faudra pas faire le même match que contre Forest parce que bon, Forest a de gros problèmes offensifs, enfin de réalisme. West Ham est capable de sanctionner plus rapidement. Justement, tiens, en parlant de secteur offensif du côté des Reds, on va rester du côté de Liverpool. On a une petite baisse de régime. Elle n'est pas alarmante, loin de là, surtout qu'il avait plutôt très bien performé jusque-là. Mais petite baisse de régime quand même de Hugo Ekitike ces dernières semaines. Bah tiens, son homonyme Hugo. Ouais, petite baisse de régime. Avec en prime, je trouve quand même quelques ratés sur les derniers matchs, à des moments où ils auraient fait du bien, même s'il y a la victoire au bout, mais où où il aurait pu tuer le match ou rendre la victoire plus facile, souvent de la tête, je trouve. Je trouve que c'est vraiment un des secteurs où il peut s'améliorer parce qu'il est quand même grand. Il s'est imposé dans une surface, mais il n'a pas encore ce côté tueur sur ses coups de tête. Donc là, ouais, j'ai regardé son dernier but remonte au doublé face à Newcastle, donc fin janvier. Donc ça commence quand même à faire En un petit championnat, hein. mois là, quand même, un peu plus, c'est Mm. ça. Ça va faire un peu moins d'un mois qu'il n'a pas marqué. Donc ça commence à faire une petite période de disette pour lui. Après, pas de quoi être alarmiste, mais c'est vrai que il ferait du bien, en tout cas ça ferait du bien à Liverpool s'il pouvait redevenir le tueur qu'il a été par moments cette saison, notamment au début de saison ou justement cette période un peu après le trouble, là, justement à la fin décembre, début janvier, où il était plutôt exceptionnel. Ah oui, parce qu'il a eu une période quand même. Bah, il nous a tous quand même bluffé, Hugo Ekitike, sur le début de saison. On a envie forcément de le revoir à ce niveau-là. Cette saison en Première Ligue, c'est 10 buts, 2 passes décisives en 24 matchs pour Ekitike. Et surtout une activité qui va bien au-delà de ses statistiques parce enfin, il a aussi pas mal d'impact dans le jeu. Et même si, tiens, tu le disais justement, il y a pas mal de ratés ces derniers temps. Mais il y a pas mal de ratés aussi parce qu'on le voit devant. Et c'est dommage de rater, mais c'est aussi bien de se dire que même quand ça va moins bien, on continue de le voir. Il ne se perd pas dans cette attaque qui, même si elle n'est pas à son meilleur niveau, c'est l'attaque de Liverpool, ça reste parmi les meilleurs attaquants du monde. Il ne se perd pas là-dedans, et il continue à se montrer. Et enfin, il est particulièrement à l'aise avec le ballon dans les pieds. Maintenant, avoir de la tête, ce que tu nous disais, Hugo. De l'autre côté, West Ham, donc, bah tiens, Valentin, tu nous as fait l'avocat de Liverpool juste avant. Mm. Eh bien, est-ce que ce serait pas le moment pour les Hammers de sortir de la zone rouge? Parce que il n'y a plus que 2 points d'écart avec Nottingham Forest, premier non relégable. Ça veut dire que mathématiquement, eh bien, West Ham peut sortir de la zone de relégation ce week-end. Et ce serait exceptionnel vu le déroulé de la saison quand même. Ça serait exceptionnel et c'est vraiment le moment parfait pour marquer les esprits. West Ham, pour moi, c'est quand même pas normal sur ce qu'ils nous ont montré sur les derniers matchs qui soient relégués à la fin de saison. Faut le dire à Hugo, Je- ça. Ouais, non Non mais mais c'est Je il nous a vrai pour craché moi. sur West Ham là. Je les avais maintenus, attention, dans mon classement. Ouais, J'avais dit que c'était ouais, pas ouais, bon, mais je quand les avais même. maintenus. Ouais. Pardon Valentin. Ouais, mais bon. Non, non, mais t'inquiète pas. T'appuies mon propos, donc ça va dans mon sens. Moi, ça va très bien. Mais en tout cas, c'est pas normal de les voir à ce niveau-là parce que ce qu'ils démontrent depuis plusieurs matchs, même quelques semaines, je dirais pas quelques mois, mais quelques semaines, franchement, c'est très solide. Enfin, même les grosses équipes, ils arrivent quand même bien à les accrocher. Ils ont fait nul contre Manchester United. Ils auraient pu gagner à Chelsea. Ils auraient pu faire déjà ce gros coup, mais ils menaient 2-0 et au final, ils se font rejoindre et dans Terrible. une fin de match aussi là, folle.
Mais voilà, contre les équipes de milieu de tableau, de bas de tableau, ils sont capables de gagner. Alors ils gagnent pas à tous les coups, mais ils sont capables de le faire. Et même contre les gros, ils sont capables de les embêter. Donc pour moi, un match comme ça à Anfield, ça serait la grosse sensation. Mais c'est pas à exclure. Et en tout cas, ça serait le moment parfait pour West Ham. En tout cas, je les vois pas descendre. Je les vois pas descendre à la fin de la saison et ça peut passer sur des matchs comme ça, voilà, contre des grandes équipes où ils sont survoltés, où ils ont envie de vraiment faire un gros résultat et ça peut les propulser et les maintenir. Oui, puis ça va avec ce que tu nous disais, que Liverpool, bon, n'est pas encore dans la forme enfin, la forme olympique dans laquelle on les a connus. Ça peut se rejoindre. Vous en aurez déduit mon prono, peut-être, voilà. Ah, bah, allez, vas-y. Mais, on pas de déduction ici maintenant, tu vas nous donner ton prono. Ah là Voilà, là. t'as trop parlé. Du coup, ça va être désastreux parce que ça va être totalement l'inverse, mais ouais, je vois pas Liverpool gagner, c'est sûr. Ah ouais, c'est West Ham ou nul, mais je vois bien une victoire. West Ham au nul, il me fait un combiné. Victoire 2-1 de West Ham, allez. Victoire de 1 de West Ham. Allez, Hugo, bah. Continue aussi le prono. Moi, je veux le prono. On le prend de court là, 3-3. il sait pas quoi dire. 3-3. Hugo, 3-3. qui est tranquille dans le cadre. En 3-3, vous me refaites le coup du match nul à 6 buts là. Non, c'est tout maintenant. Oui, c'est ça. Eh ben, je vais vous dire, moi je vois un 0-0 et je pense qu'on reparlera plus jamais de ce match. Voilà, je vous le dis. Ah ben Ça non, mais il arrangerait faut West faire Ham. vendre Antoine. Vous Les savez- gens ils vont pas avoir envie de regarder là après ça. Non mais, vous savez. Pas nous qui avons les droits, hein. Oui, voilà. non, mais Hugo a dit 3-3 avec donc beaucoup de buts mais un nul. J'ai dit 0-0, pas de but et un nul. Val a dit West Ham. Eh bien, vous verrez que Liverpool va gagner 4-0. Et comme d'hab, on sera super bon en prono. Mais j'ai envie de dire, si vous jouez aux petites trucs de prono, là, les petites ligues de prono où il n'y a pas besoin de parier, là, vous savez que ça veut pas dire grand-chose d'avoir les bons pronos. Hein, vous aussi, vous l'avez, la personne de la compta qui suit pas le foot et qui est première de votre Ouais, ligue, non ça c'est pendant les Coupes du Monde, ça Antoine. Ça se vérifie moins Ouais, en mais première en ligue. même c'est temps, pour les attention, en même supporters. temps, comment vous allez l'envoyer sur la première ligue Enfin, je veux dire, Richard de Difficile la d'attirer Conta. Catherine qui de suit la pas le Conta foot. en première ligue. Pourquoi Catherine Richard même Richard de la Conta. Oh bah oui, mais Ah, c'est le voilà. classique, Catherine de la Conta. Et voilà, bah super les stéréotypes. Bravo. Bravo. Bon, on Allez, en on va parlera. enchaîner sur le dernier match. Il a repris les commandes. Je me veux en présentateur. Il a dit maintenant j'en ai On te marre. retire le bateau de parole, Non, Antoine. c'est tout. Il a dit maintenant c'est tout. Bah allons-y alors. Bournemouth, ça te fait plaisir qu'on aille à Bournemouth, Valentin? Oh non, bah oui, mais voilà, mais ne va pas comme ça non plus. Bournemouth, Non, mais pour voir du foot Sunderland, ou juste mais pour c'est- aller à Bournemouth, parce que c'est pas la même chose. Ah non, 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 il va rester tranquillement en région parisienne, notre Valentin, ce week-end, pour regarder dans son canapé Bournemouth Sunderland. Et ce sera déjà pas mal. 28e journée de championnat. Sunderland, donc, en quête de victoire, parce que on va commencer avec les Black Cats. Ils sont en 9-9-9. 9 victoires, 9 nuls, 9 défaites. On peut pas faire beaucoup plus équilibré sur le papier. Mais Sunderland est rentré dans le rang quand même depuis quelques semaines. Bon, on pouvait quand même s'y attendre. C'est quand même un promu, Sunderland, Hugo. Ouais, un promu qui, on a envie de dire, remplit le contrat du coup, puisqu'ils vont se maintenir. Je sais pas si mathématiquement c'est déjà fait, mais on peut quand même l'annoncer Non. que voilà, Sunderland est maintenu, sauf cataclysme et déduction de points énorme comme on l'a vu en Championship cette saison, mais ça m'étonnerait. Parle pas de malheur, parle pas de malheur. Voilà, mais du coup, oui, on a envie de dire que le contrat est rempli parce que le bilan est à l'équilibre, 9 victoires, 9 nuls, 9 défaites. En Wow. plus, à domicile, ils sont très performants avec une seule défaite, il me semble, pour l'instant à domicile, que Liverpool Deux. est allé chercher. Et Deux maintenant. la Je semaine ne suis pas mis à dernière. jour, mais Et ouais, la semaine Eh ouais, dernière, ils sont tombés ils aussi. sont sur la pente descendante. Moi, je te rejoins pas totalement quand même, Hugo. Hein. Oula. mais Je suis d'accord. Non, mais bon, le bilan à l'équilibre, d'accord. Si on regarde ça, voilà, au mois de juillet dernier, on se dit, bon, bah, c'est acceptable comme bilan. C'est tout à fait honorable, même, je dirais. Honorable. Mais de ce qui. Non, mais c'est vrai. Ça veut tout dire. Mais Ça veut tout dire. vu ce qu'ils nous ont montré en début de saison,
moi, je reste un peu sur ma faim. Alors peut-être j'en demande beaucoup, mais ils ont été capables quand même de nous sortir des matchs de très grande qualité. Ils Attends, nous tu voulais ont, pas les voir en je dirais Europe pas quand même. enchantés, mais en tout cas, non, mais c'était la bonne surprise du début de saison. Ils étaient dans le top 10, solidement installés. Et là, ça fait trois matchs, enfin trois défaites consécutives. C'est un petit peu compliqué. En fait, je me souviens du match du derby contre Newcastle. J'ai l'impression que c'était un peu l'apogée de leur saison, jusqu'à ce derby qui était, je crois, au mois de décembre. Ils étaient vraiment dans une période faste et des résultats hyper positifs. Et puis, ce derby, bah, c'est une victoire, hein, mais au final, est-ce que derrière, ça les a pas un peu desservis? En tout cas, il y a eu, je trouve, un manque d'objectifs peut-être. Parce que quand on est Sunderland, on se dit, Ouais, t'es bon, dur quand même. l'Europe, c'est compliqué. Après, Ouais, mais alors, est-ce enfin, que c'est c'est peut-être parce que normal parce que je ils ont sais. pas l'effectif pour tenir le rythme du top 4 toute la saison. Puis il Et y a eu même la s'ils blessure étaient de allés Chaka arracher, en plus, la il y a blessure, la blessure de enfin quand chacun. même. Et même s'ils étaient allés arracher l'Europe, qu'est-ce qu'ils iraient. Enfin, ils se seraient. On le voit avec Nottingham cette saison. Enfin, la première ligue réserve souvent des surprises et parfois des mauvaises. Et parfois, c'est plus embêtant qu'autre chose de devoir aller jouer tes matchs de Coupe d'Europe derrière quand t'es pas une équipe avec vraiment les reins solides. Donc, est-ce que Sunderland a vraiment besoin d'aller chercher ça ou est-ce qu'il faut pas mieux faire une fin de saison tranquille dans le milieu de tableau et puis la saison prochaine, là, commencer à se mettre des objectifs une fois qu'on s'est maintenu, qu'on a gardé ses meilleurs joueurs et qu'on s'est encore un peu renforcé. Enfin, c'est ma vision pour Sunderland, mais c'est sûr qu'on aurait pu espérer mieux. Mais Voilà, je pense Ah, je suis peut-être que trop dur, mais je les voyais pas jouer l'Europe, mais voilà, en tout cas, continuer à nous enchanter sur le même style de jeu qu'ils nous proposait depuis le début de saison. il y faut a quand même eu dire qu'ils étaient, enfin, ils s'attendaient pas forcément à monter, hein. Ils sont quand même passés, ils sont pas montés directement. Ils étaient cinquième, cinquième, ouais, sixième en cinquième, ouais. Championship. Ils gagnent le premier tour de playoff. Ils vont gagner la finale du playoff. Enfin, ça a été un Dan parcours Ballard. compliqué. C'est pas for- C'est ça, Dan Ballard doublement héros sur ces playoffs. Donc c'est pas forcément aussi, c'était pas autant anticipé par exemple que la montée de, c'est Leeds, il me semble qu'il est monté directement. Leeds Oui, et Burnley qui sont montés Leeds et directement. Burnley, ouais. 100 points tous les deux. Et c'est étonnant, par exemple, quand on voit que Burnley est monté directement, qu'ils avaient le temps, entre guillemets, de préparer leur montée, et que bah, finalement, ils ont un moins bel effectif que Sunderland. Donc je pense que Sunderland s'en sort Ah, déjà ils ont bien, moins compte tenu des recruté circonstances. quand même cet été aussi. Enfin, il y a une différence de recrutement quand même. Pas la même enveloppe qui a Oui, été oui, mais mise. justement, oui, mais ils pouvaient peut-être plus vous prévoir l'avenir, plus voir venir que Sunderland. Mm. Bon, il y a des blessures du côté de Sunderland parce que il y a quand même des joueurs un peu sur le carreau. Nordi Mukiele qui vient de se blesser, absent pendant 1 à 2 semaines a priori avec une blessure au mollet. Un mois encore d'absence pour Renildo. À peu près un mois d'absence encore pour Brobé, ça aussi c'est important. Jocelyn Tabi qui est blessé jusque début ou mi-avril. Bertrand Traoré qui n'est pas sûr de jouer ce week-end. Ça fait quand même pas mal de blessures, mais peut-être le retour d'un des hommes providentiels dont on a parlé justement, Granit Xhaka, Valentin. Oui, c'est vrai qu'aussi la petite baisse de régime de Sunderland, comme tu l'as dit, ça s'explique peut-être par cette perte de Granit Xhaka. C'est le régulateur, on en a parlé il y a quelques épisodes, mais c'est le patron de cette équipe. C'est lui qui donne le ton, qui lead aussi un petit peu tous ces jeunes qui ont beaucoup de talent, mais qu'il faut aussi emmener. Et il est capable d'amener cette expérience. Enfin, il a fait un début de saison qui était fantastique. Et d'ailleurs, il a voilà, manqué 4 matchs, on va dire, allez, même 5 parce que contre Fulham, il était sur le retour, mais 5 matchs en Première Ligue, et ben c'est 4 défaites pour Sunderland. Donc Ça veut dire beaucoup, ouais. voilà, ça veut dire beaucoup. Et ce retour de Xhaka peut faire du bien, peut aussi me faire mentir et voir Sunderland aussi finir cette saison en beauté. En tout cas, c'était la bonne pioche du côté de Sunderland, on en a parlé, parce que c'est vrai que il réalisait des saisons exceptionnelles du côté du Bayer Leverkusen et honnêtement, voilà, de le voir sur le retour, ça fait plaisir. Il aura pas manqué non plus énormément de matchs, mais voilà, depuis mi-janvier, pardon, il est absent. Donc c'est une très très bonne nouvelle pour Sunderland et oui, bah voilà, après, faut qu'ils reprennent aussi le rythme tranquillement, mais en tout cas, ça peut que faire du bien à cette équipe.
C'est le joueur qui crée le plus d'occasions. Alors, c'est un milieu très complet. Le joueur qui crée le plus d'occasions pour Sunderland cette saison. Et j'ai envie maintenant de vous poser la question inverse. Parce qu'on a parlé de Sunderland, mais j'ai envie qu'on aille voir du côté de Bournemouth. Et je vais vous poser à peu près la même question. Enfin, voilà. Est-ce que Bournemouth, sur cette forme-là, c'est-à-dire invaincu depuis 7 matchs en première ligue, mine de rien, c'est pas mal du tout, peut aller chercher plus que cette 8ème place, peut aller chercher une Coupe d'Europe en fin de saison, alors qu'on les attendait absolument pas. Enfin, arrêtez-moi si vous pensiez déjà à Bournemouth en Europa League ou en conférence ou même en Ligue des Champions, mais on les attendait quand même pas à ce niveau-là. Est-ce qu'ils peuvent aller chercher la Coupe d'Europe maintenant? Ouais, moi je pense. Moi je pense qu'ils en sont capables. Ils ont montré qu'ils ont l'équipe pour, qu'ils ont l'effectif pour, même ils ont une capacité quand même assez phénoménale à combler les trous, que ce soit au mercato d'été ou même au mercato hivernal avec la perte de Semenyo qui a tout de suite été comblée avec l'arrivée de Ryan, le jeune Brésilien. Ils Il est plus sont dense que ce que je bien. pensais, cet effectif quand même. Hein. Et Oui, vraiment. ouais, il est quand même. Voilà, c'est ce que je dis. Je trouve par rapport à Sunderland, justement, là, on voit un effectif qui est quand même rompu à la première ligue depuis quelques saisons, qui commence à justement avoir cette densité nécessaire pour faire une saison complète au plus haut niveau. Et je trouve que du coup, on est sur une équipe qui est totalement en capacité d'aller chercher l'Europe. Corrige-moi, Antoine, mais la dernière place européenne, c'est la 8e ou la 9e? Enfin, ça dépend Alors, des quotas. ça dépend. Ouais, normalement, Ouais. c'est 6 sûr. Après, c'est peut-être 7. Et a priori, on peut pousser, mais je pense que c'est 7, hein, normalement. C'est 5, 6, 5. 5 Ligues des Champions. Ouais, Ça dépend et avec la 6. Cup aussi. Ouais, 6, voilà. De 7 toute façon, il y a l'Europa forcément le et vainqueur de la Cup qui va ouais. aussi sortir, enfin, ou rentrer une équipe dans le top. Ouais, mais du coup, parce qu'il y aura déjà une place qui va se libérer parce que le vainqueur de la Coupe de la Ligue sera soit Arsenal, soit City. Donc, Donc, bon, faudra voir. ça Mais va en tout libérer cas, une place. ils sont, L'année en tout cas, dernière, ils sont c'était les 7 totalement. premiers qui étaient en Coupe d'Europe. Ouais, c'était ça, c'était les 7, Plus voilà. Palace qui Donc là, avait ils sont. gagné la Et Coupe, pardon. Ouais, voilà. Donc, qui était ouais, censé se mais qualifier en Europa Tottenham League. aussi, Oui, ils étaient pas dans les premiers, non, mais mais Tottenham parce avait qu'ils gagné avaient la gagné Ligue Europa. l'Europa League. Ça n'avait rien à voir, mais enfin, c'était à côté. Mais Je les compte pas dans les 7 équipes qualifiées. Non. non, il y avait il y avait Il y avait 8 9 équipes Européens. qualifiées. Le vainqueur de la Coupe, qui était censé être qualifié en Europa League, mais Crystal Palace était redescendu en Europa Conference avec Lyon, la multipropriété. Et donc, les 7 premiers, Nottingham qui était censé aller en conférence à la 7ème place et qui s'était retrouvé du coup premier en Europa League. Donc, c'est 8 équipes logiquement qui doivent se qualifier. Ouais, ok. Non, mais du coup, ça montre quand même que, enfin, voilà, ils ont leur place, ils sont en embuscade pour aller chercher l'Europe. Et en plus, je pense que ce serait une équipe qui pourrait s'éclater dans une Conference League. Ouais, on le voit cette année, les équipes anglaises, dans les 3 compétitions, c'est quand même du très très solide si on compare aux autres championnats, quand on voit qu'un Nottingham à moitié en perdition en Première Ligue arrive à aller s'imposer 3-0 face au Fener. On se dit quand même que c'est très costaud. Donc je pense Le qu'ils championnat pourraient aller anglais. s'éclater. Ouais. Et fatalement, l'Europe, ça leur ouvrirait des portes parce que ça devient plus facile de signer des joueurs parce que, bah, en plus, il y a le bonus. Bah, vous pouvez aussi vous montrer sur la scène européenne. Donc, et il y a un bonus financier. Donc, ils le mériteraient, je trouve, Oui, parce non, mais qu'ils alimentent bien. ça serait une bonne chose, mais moi, je les vois pas quand même aussi haut. Enfin, je sais pas. Oui, je suis d'accord qu'ils le mériteraient, mais je sais pas. J'ai plus de mal. Je me dis, il y a quand même de grosses écuries derrière qui ont encore plus de réservoirs, que ce soit en termes d'effectifs, mais aussi financiers, et puis voilà, un Newcastle, un Everton qui pousse derrière. Ah, la logique voudrait que ce soit quand même ces clubs-là qui soient en Coupe d'Europe et pas forcément en Bournemouth. Alors, bon, j'adore ce club. Enfin, ça serait une belle histoire, ça serait mérité, comme tu le dis. Oh, Mais mais j'ai regarde, un il y a encore peu du plus de mal à le Brentford, croire. regarde, à la 7ème place. Il dit, même si Newcastle repasse, en embuscade, là, ouais, il y a Fulham C'est aussi. vrai que Brentford fait pas beaucoup de bruit, mais ça fait un moment qu'ils sont 7, 8, qui sont dans le Ouais, bon wagon aussi. Ouais, c'est. non, Oh, il y aura Brentford, sûrement une surprise. Mais Enfin, une c'est laquelle? jouable. surprise. Ah, Ouais. Ouais, si, voilà. une surprise, il faut le dire, une surprise. Parce Hein. que, ce qu'on peut aussi mettre,
Ça fera pas plaisir Antoine, mais on peut aussi mettre quand même Everton dans les surprises s'ils vont en Europe, compte tenu Ah des mais, dernières saisons ah non, mais précédentes. c'est Voilà, vrai, il faut être... voilà. c'est pas... Donc, c'est une vérité, ouais. Donc il y a quand même voilà des et comme tu enfin moi je trouve que quand même je veux dire ils le mériteraient parce que je trouve qu'ils ont un projet quand même très cohérent. Arriver en première ligue, il y a enfin ça fait quoi? Ça fait 4-5 saisons maintenant qu'ils arrivent quand même à se maintenir et à être cohérents, à être un vrai adversaire, à pas simplement faire l'ascenseur. Donc je trouve qu'ils le mériteraient parce qu'en plus ce serait aussi une belle récompense pour leur coach, Denis Raiola qui fait du très très bon travail depuis quelques saisons. Ça coïncide aussi drôlement cette bonne période de Bournemouth avec le retour en forme de Djordje Petrovic, dont on avait parfois parlé des boulettes ou en tout cas des moins bons matchs. Là, le mois de février qu'il nous a fait, et même fin du mois de janvier, c'est assez énorme, Djordje Petrovic. Et donc Bournemouth toujours en embuscade avant ce match contre Sunderland. Ce sera, je pense, aussi une bonne petite affiche de Première Ligue à regarder ce week-end pour nos fans de PL. Voilà, messieurs, on a fait un beau tour quand même, mine de rien. La suite de ces affiches de la 28e journée de Première Ligue, ça va commencer vendredi soir, ce soir, avec Wolves Aston Villa en ouverture. Puis donc, le samedi, on aura également Burnley Brentford, dont on a un peu parlé. Newcastle Everton, c'est là aussi un match important dans la course à l'Europe. Et puis dimanche, des matchs dont on n'a pas encore évoqué, Brighton, Nottingham Forest, on a fait un petit mot, Fulham, Tottenham, Man U, Crystal Palace, avant celui dont on a le plus parlé, le choc Arsenal, Chelsea, pour bien clôturer cette 28e journée. Et ça reprendra direct en semaine derrière, donc je compte sur vous pour être au taquet, mais je sais que vous le serez, messieurs. Voilà pour le... Oui, vas-y Hugo. C'est maintenant ou jamais. Ah non. Ah Non, mais écoute, j'avais l'impression que tu voulais nous donner la parole, mais vas-y. Ah bah non, mais merci messieurs, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oh là, il recommence avec sa banque de son, c'est pas possible lui. Voilà, Valentin qui se fait des petits plaisirs avec la banque de son. J'espère te retrouver autant en forme que tu l'as été ce soir pour le débrief. Après un bon week-end de Première Ligue. Je compte sur toi là. Pas de raison. Oh ouais, bah toujours, comme toujours. Merci messieurs pour ce débrief de la 28e journée. Passez un bon week-end de Première Ligue du vendredi au dimanche. Merci Hugo, merci Valentin. Et puis on se dit à lundi alors pour la suite. Salut messieurs, salut à tous. Merci. À lundi, Salut, merci ciao. Antoine, ciao.